Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus pour cet entretien croisé avec Catherine de la chaîne Catherine la Psy. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ariane et je suis professeure de yoga depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai créé ma chaîne YouTube Yoga Coaching où je diffuse un cours de yoga tous les vendredis. Et donc, en partenariat avec Catherine, nous avons lancé un programme autour de la dépression. Et donc, ce sera l'objet de cet entretien aujourd'hui que nous diffuserons donc en première. Vous aurez l'occasion de poser vos questions dans le chat à côté de la vidéo. Et de toute façon, cette vidéo restera en diffusion sur ma chaîne. Elle sera aussi diffusée sur le podcast de Catherine que je vais laisser se présenter maintenant. Bonjour Ariane, merci beaucoup de m'avoir invitée pour ce programme. Je suis ravie de faire ça avec toi. C'est un sujet qu'on me demande régulièrement de traiter. Alors moi, je suis psychologue, j'ai une activité en cabinet, mais depuis 2 ans, j'ai aussi une activité sur les réseaux sociaux. Alors mon réseau social principal, c'est Instagram, mais on développe aussi un petit peu la chaîne YouTube et puis le podcast qui commence à bien marcher, où on fait avec mon conjoint qui s'occupe du côté technique, on fait de la vulgarisation ou de l'explication de ce que c'est que la psychothérapie, de ce qu'on peut y travailler, parce que l'objectif, c'est de permettre à des gens qui n'oseraient pas aller voir un psy, par exemple, de dédramatiser un petit peu les consultations. Et puis pour les personnes qui, malheureusement, n'ont pas les moyens, parce que c'est vrai que ça a un coût, de pouvoir avoir quand même des informations sur un certain nombre de choses. Donc voilà, proposer avec toi ce programme autour de la dépression, c'est aussi une manière de continuer à diffuser des informations sur la pathologie mentale qui est vraiment très fréquente et qu'on ne sait encore pas très bien soigner. Enfin, on pourra en parler. Et je trouve super de pouvoir échanger à la fois d'un côté psychologique, voilà, qui est plus ma partie, mais toi aussi, avec le yoga, tu approches aussi la partie corporelle de parfois la maladie mentale. Et je trouve que c'est super intéressant pour moi déjà, mais aussi pour les autres, de pouvoir voir que des maladies comme la dépression, ça ne se traite pas forcément que avec une thérapie ou que avec du yoga ou que avec un élément. On peut faire un certain nombre de choses différentes. Donc voilà, aujourd'hui, on va vous diffuser avec Ariane des informations. Et puis, il va y avoir d'autres choses dans le programme qui seront un peu plus pratiques et concrètes, avec des boîtes à outils, des séances aussi de yoga faites par Ariane. Et voilà, donc je suis très contente de pouvoir participer à ça avec toi. Eh bien, moi aussi, je suis ravie. Merci, Catherine. Juste avant qu'on commence dans le vif du sujet, je voulais juste dire aux auditeurs, aux auditrices qu'on mettra, alors en tout cas sous les vidéos, des liens vers des sites internet qui peuvent être intéressants avec des informations, avec éventuellement des outils aussi, et puis des lignes téléphoniques pour les personnes qui traversent une dépression ou pour l'entourage. Si vraiment vous êtes en détresse, il y a des lignes d'écoute qui font ça de manière vraiment très très professionnelle et avec beaucoup de bienveillance. Et il faut vraiment pas hésiter non plus voilà, à appeler s'il y a vraiment un besoin. Voilà, on vous mettra tous ces liens en bas des vidéos. Et on va commencer dans le vif du sujet du coup, et je vais commencer par te demander la question un peu de base. Dans ton domaine qui est la psychologie, qu'est-ce qu'on appelle la dépression et quels sont les symptômes liés à la dépression? Alors, tous les psys vont pas travailler forcément de la même manière avec la dépression, parce qu'en fait, c'est malheureusement une pathologie qui est très connue dans le fait, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui en souffrent, mais qui est pas bien connue sur quels sont exactement ses critères, quelles sont exactement les manières de la traiter, etc. Donc, je vais détailler peut-être un peu plus tard, mais ce que je peux en dire déjà, c'est que dans le DSM, qui est le manuel diagnostique des maladies mentales, enfin un des deux en fait, parce qu'il y en a deux et parfois malheureusement ils sont pas toujours d'accord, mais en tout cas dans le DSM, qui est souvent utilisé notamment par les psychiatres et certains psychologues qui font du diagnostic de pathologie, il y a un certain nombre de critères. Alors, je les ai notés parce que comme moi, je travaille pas de cette manière, voilà, juste pour les donner, que les personnes aient en tête, mais par contre, ne faites pas d'autodiagnostic. Vraiment, si vous vous reconnaissez dans certains critères et en plus que vous avez une certaine souffrance, faites faire le diagnostic par quelqu'un qui est professionnel. Mais alors, il y a 9 critères qui sont voilà, l'humeur dépressive, le fait de plus avoir d'intérêt ou de plaisir, le fait d'avoir perdu du poids dans une certaine propension, d'avoir soit des insomnies, soit des hypersomnies. Donc ça peut être l'inverse. Hein, vous voyez déjà le symptôme c'est pas si clair que ça. Donc le faites pas seul, ce sera pas du tout. Si vous n'êtes pas formé au diagnostic, ça fonctionnera pas pour vous.
Une agitation aussi psychomotrice, donc c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir un rapport avec le corps, une fatigue très intense, une dévalorisation, une culpabilité qui ne serait pas appropriée, parce que la culpabilité, c'est une émotion comme une autre, hein, elle est normale, mais quand elle n'est pas appropriée aux circonstances ou qu'elle est trop intense, c'est partie aussi des critères. On a une perte de la capacité de concentration et aussi de la capacité à réfléchir comme on le ferait habituellement, et puis des pensées parfois très morbides. Et il faut que ça dure depuis un certain temps et qu'il y a un certain nombre de ces critères parmi ceux-là, dont au moins l'humeur dépressive et la perte d'intérêt. Mais ça, ce sont des critères diagnostiques, un peu comme on cocherait des cases. Alors, ça nous donne des informations, c'est sûr, mais finalement, on se rend compte petit à petit que, en réalité, il y a presque autant de dépression que de personnes qui sont en dépression. Donc, dans la recherche autour de la dépression, ben, malheureusement, en fait, on fait passer des échelles de dépistage de la dépression, et en réalité, elles comprennent finalement des diagnostics qui finalement sont assez différents. Et donc, notamment, là, je mettrai en barre d'infos une étude qui est vraiment très, très intéressante à ce sujet, qui dit que on serait meilleur à traiter la dépression et à la comprendre si, en fait, on pouvait mieux cibler les symptômes pas forcément les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut se trouver en dépression alors que peut-être on n'a pas exactement ces critères-là. Et puis on peut avoir ces critères-là, mais en fait c'est une autre pathologie. Et ce qui fait que la recherche aujourd'hui, en tout cas selon cette étude là, qui date de 2015, que j'ai trouvé vraiment très intéressante, voilà, nous permet pas si bien que ça de la comprendre. Donc euh, selon moi, il ne faut pas forcément se limiter à voilà, ce type de critères. Moi, par exemple, je ne travaille pas de cette manière dans les approches avec lesquelles je travaille, qui sont l'analyse transactionnelle et la psychotraumatologie, dont le MDR fait partie. C'est que je vais faire plutôt un diagnostic de la souffrance de la personne, quelles sont les pensées, les émotions qui sont associées et du coup les comportements associés. Le diagnostic de dépression, il va me servir si vraiment j'estime que la personne est tellement en souffrance qu'elle a besoin d'avoir un médicament. Et que donc là, pour ça, ben, il faut que le médecin, parce que nous, on ne peut pas prescrire en tant que psychologue, donc que le médecin, donc soit le psychiatre, soit le médecin généraliste, lui, il puisse prescrire parce qu'il n'y a pas de raison de continuer à souffrir si un médicament peut nous apaiser. Dans la plupart des cas, un médicament va pas être pris toute la vie, ça n'a pas trop de sens, mais le médicament, en attendant d'avancer dans sa psychothérapie ou dans son travail corporel, il va être important parce que si on souffre, si on a une cheville cassée, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on s'empêche de mettre des béquilles ou de rester reposé le temps que ça se répare. Là, c'est pareil. C'est le temps que ça se répare, on peut aussi diminuer la souffrance. Donc, c'est important d'avoir quand même ces critères en tête pour savoir que bon, ça peut valoir le coup d'envoyer peut-être un psychiatre ou chez un médecin qui va faire un diagnostic. Mais de ne pas être trop rigide non plus sur ces critères-là, parce que c'est plus complexe que juste quelques symptômes comme ça. En fait, c'est vraiment quand on a un grand changement, enfin, changement intérieur, émotionnel, en général, c'est plutôt ça. Enfin, d'après ce que tu dis, c'est que il y a quelque chose qui se passe dans notre vie qui fait que, enfin, voilà, on a l'impression qu'il y a un grand changement émotionnel, un grand changement dans l'entrain qu'on peut avoir dans la vie. Enfin, il y a une souffrance, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Ouais, mais une souffrance quand même, tu vois, qui va être orientée vers la perte du fonctionnement général. On va aller vers un ralentissement et du psychisme et du corporel, parce qu'on pourrait avoir un choc et finalement faire des crises d'angoisse ou Ouais, être plutôt dans quelque chose d'un trouble anxieux. Et ça, c'est un autre type de ouais, diagnostic. Mais dans la dépression, il y a quelque chose qui s'éteint, voilà, et corporellement et psychologiquement. Et donc, c'est pas tout à fait, effectivement, on va pas le traiter de la même manière en psychothérapie. Peut-être toi, justement, tu nous diras si c'est la même chose pour toi. Toi, quelqu'un qui fait des crises d'angoisse, est-ce que dans ta manière de travailler avec le yoga, c'est la même chose dans tous les cas, il y a des émotions qui vont être à traiter, des pensées qui vont être à traiter, des relations au corps qui vont être à traiter, mais c'est pas forcément dans le même sens. ouais, parce que parfois on a aussi cette idée que la dépression c'est forcément des gens qui arrivent plus à sortir de leur lit. Or en fait ça peut être un peu plus compliqué que ça en fait. Ça peut Bien être sûr, plus moins visible en fait. il y a des gens qui sont en dépression et qui travaillent. Mais Ouais. par contre, du coup, c'est pas facile du tout. Mais il y en a qui. Donc, c'est pas juste des critères extérieurs, c'est vraiment des choses internes, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a une différence entre état dépressif et dépression? D'après ce que tu disais, j'ai l'impression que pas vraiment. Enfin, quand je t'entends, finalement, c'est pas forcément comme ça qu'il faut comprendre les choses. Alors, ça dépend qui c'est, à qui tu poses la question, en fait. Si tu poses la question à quelqu'un qui fait du diagnostic, comme un psychiatre ou le médecin, celui qui peut donner les médicaments en conséquence, ils vont s'appuyer quand même sur ces symptômes. Et l'état dépressif, ça va pas être tout à fait la même chose que
la dépression avérée. Après, pour moi, je vais te dire, c'est la même chose. D'ailleurs, dans le DSM, tu as plusieurs types de dépression. Tu as la dépression saisonnière, celle qui est liée au SPM. Il existe une dépression, alors je ne sais plus si elle est nommée comme ça dans le DSM, mais qui s'appelle en psychanalyse anaclitique, c'est-à-dire qu'elle est plus liée à des séparations, des problématiques d'abandon, d'avoir peur de l'abandon. Donc il va y avoir plusieurs types de dépression, mais en réalité, l'étude dont je parlais tout à l'heure, elle dit aussi, même ces critères-là, ils ne sont pas significatifs vraiment. On gagnerait vraiment à personnaliser chacun des symptômes. Et là, en étudiant chacun des symptômes, alors on serait certainement meilleur plutôt que de mettre dans un pool de personnes qui auraient une dépression, tous ces gens qui sont pas dans le même cas. Donc voilà, on peut avoir voilà, des épisodes dépressifs, un trouble dépressif persistant, un trouble dépressif résistant. Bon, mais finalement, moi personnellement, je travaille pas de cette manière et je suis pas sûre que pour les patients ce soit très parlant. Sauf quand on leur dit qu'ils ont une dépression résistante. Moi, je pense que ça contribue à diminuer leur espoir et c'est un petit peu dommage. Voilà, on pourrait dire juste une dépression ou un trouble dépressif en disant qu'il y a des choses qu'on peut faire et qui peuvent améliorer bien sûr l'état. Oui, mais parfois ça fait du bien aussi de savoir, là je réfléchissais à cette question, le fait de savoir qu'on souffre de quelque chose, de poser un nom dessus, même si moi j'aime pas les petites cases et tout, mais parfois ça peut quand même faire du bien de se dire, ah bah voilà, ok, je comprends mieux en fait ce qui m'arrive et bah voilà, c'est peut-être l'occasion de demander de l'aide ou quoi, enfin. Alors, c'est vrai que moi, pendant longtemps, j'étais contre le diagnostic parce que moi-même, dans ma propre expérience, alors j'ai pas été en dépression, mais j'ai souffert d'un trouble anxieux généralisé pendant des années. Et j'avais peur d'être mise dans une case, et puis j'avais mal vécu le fait qu'on me propose des médicaments, alors que j'avais envie d'abord d'essayer de faire sans. Enfin, et donc, un petit peu comme beaucoup de gens, finalement, on prend notre propre expérience presque comme une étude scientifique et on va généraliser ce qu'on a vécu. Donc j'étais contre. Et en réalité, c'est vrai qu'en devenant psy, j'ai rencontré des gens que ça rassurait d'avoir un mot et que c'est pas parce qu'on met un mot qu'on enferme. Donc ça m'a permis de me dire, bon, ok, il y a plusieurs types de besoins. Il y a des besoins pour certaines personnes d'avoir un mot et d'autres, justement, ils veulent pas savoir. Il y a des personnes à qui je propose d'aller voir un psychiatre parce que je pense que peut-être un médicament, ça les aiderait et qui me disent non, j'ai peur qu'on me mette dans une case et qu'ensuite, on m'identifie à ma maladie, quoi. Je suis schizophrène, je suis dépressif, je suis anxieux, parce qu'on n'est jamais que ça. C'est une partie de nous, mais on n'est pas que ça. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, ça peut rassurer de se dire, c'est connu, il y a des gens qui savent s'occuper de ça, qui savent traiter, et qui peuvent m'aider. Donc ça peut effectivement être. Donc ça dépend. J'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, voilà, sentez ce qui est bon pour vous. Est-ce que ce serait rassurant pour vous d'avoir un diagnostic avec un mot, sachant que c'est pas forcément enfermant, ou bien est-ce que ce serait anxiogène et ça rajouterait au problème, voilà. Et on peut traiter, il y a des tas d'approches qui traitent les pathologies mentales sans avoir besoin de mettre un mot dessus, parce que voilà, on va traiter l'émotion, la pensée associée, le comportement associé sans qu'il y ait besoin de mettre un mot spécifique dessus. Ok. Et je voulais savoir, toi de ton côté, est-ce que dans la philosophie du yoga, parce que voilà, on a échangé ensemble aussi avant de faire ce programme et c'était vraiment quelque chose, tu as l'air de savoir aussi quoi faire ou tu as des idées de quoi faire pour des personnes qui pourraient être en dépression ou d'avoir des pathologies mentales. Est-ce que c'est parce que dans la philosophie du yoga, il y a du sens qu'on met sur ces pathologies ou une interprétation qu'on mettrait dessus, ou c'est une sensibilité personnelle peut-être? Eh ben écoute, en fait, c'est pas la maladie mentale qui est, en tout cas dans les textes anciens du yoga, on ne parle pas forcément de maladie mentale. Par contre, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que dans les textes même très, très anciens, il y a un constat qui est fait par les yogis que la vie est souffrance. Alors, c'est un constat qui est un peu, peut-être un peu pessimiste, et que en fait les souffrances elles sont à 90% dues à notre mental en fait, et que le reste des souffrances c'est ce qui est en lien avec la maladie, avec le fait de se blesser physiquement, mais sinon tout le reste c'est considéré comme de la souffrance qui est causée par notre mental, et c'est ce qu'on appelle les kleshas. Et les kleshas c'est les causes de la souffrance, et donc dans ces causes-là il y a l'aversion qui est le fait de dire ça je veux pas, ou de qualifier de manière négative quelque chose. Il y a le désir.
à pas confondre avec le besoin, je pense, parce que c'est un truc qui m'a travaillé. Je me dis, ben, en fait, c'est intéressant parce que je pense qu'on parle bien de désir et pas de besoin. Donc, le désir, c'est se dire, voilà, je veux, c'est courir après des choses matérielles, etc. Il y a l'identification au jeu. Donc, le fait de, moi, je l'interprète de façon moderne comme étant le fait de se dire, bah voilà, comme je suis comme ça. En fait, c'est comme si on se posait des petites étiquettes. C'est ce qu'on se disait en fait avec les cases. Tu vois, se dire bon bah en fait moi je suis ici. Et ça c'est qui je suis. Enfin moi c'est comme ça que je le comprends. C'est l'idée de s'ouvrir et je pense justement de ne pas limiter son jeu à ça et d'essayer de comprendre que peut-être qu'il y a. Enfin, après ça dépend des philosophies du yoga, mais dans certains courants on pense qu'il y a une âme universelle et qu'en fait on partage tous cette âme universelle et que c'est ça notre moi, enfin notre être plutôt. Et puis il y a la peur de la mort, qui est la souffrance ultime en fait, et qui est sûrement celle qui concerne, en fait, qui nous concerne tous et toutes. Hein, et je pense que d'ailleurs on retrouve la peur de la mort dans même pas mal de névroses ou de maladies mentales, ou alors peut-être, enfin, je pense qu'il y a toujours un rapport à la mort quelque part dans certaines souffrances. Et je pense que dans la dépression, c'est une petite mort, à mon sens, c'est un peu une petite mort intérieure. Voilà, puis il y a encore la maladie en fait, mais voilà. Ça, c'est les 5 souffrances enfin voilà, les 5 causes de la souffrance qui sont listées entre guillemets par Patanjali. Donc, du coup, en fait, pour moi, le chemin du yoga, il part de ce constat-là, en fait. Il se dit, ben, en fait, voilà, on souffre, et comment est-ce qu'on peut faire pour amoindrir ces souffrances? Et l'idée, c'est de se libérer, en fait, de la souffrance dans le yoga. Donc après, pour moi, tous les moyens sont bons, entre guillemets, tu vois. Si on peut passer par le corps pour diminuer les souffrances, je pense que c'est tout bénef. Et donc, ouais, voilà. En tout cas, dans la philosophie du yoga, comment on considère, c'est pas le mot maladie mentale n'existe pas parce qu'on parle de gens qui ont 2 ou 3 000 ans. Donc, évidemment, Freud n'était pas encore passé par là, donc on n'avait pas ce référentiel-là. Mais par contre, il y a vraiment ce constat que je trouve très intéressant de voir que de constater que la souffrance, elle est vraiment en grande majorité dans notre tête. Et du coup, ça t'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui venaient s'inscrire à tes cours de yoga ou aux retraites que tu proposes et qui te disaient qu'elles souffraient alors d'une maladie mentale ou en tout cas qu'elles avaient une souffrance psychique, et du coup, toi, tu travailles spécifiquement autour de ça, ou pour toi, ça va pas forcément changer ta prise en charge dans le yoga? Oui, alors clairement, alors après, moi, je suis pas formée à tous les types de pathologies mentales. Par contre, j'ai fait il y a plusieurs années une formation en yoga interoceptif, qui est un yoga qui est adapté aux personnes victimes de traumatisme. Et pour moi, ça a été vraiment d'une grande richesse, cette formation, parce que ça m'a permis euh, de m'ouvrir, en fait, déjà de travailler mon langage, parce qu'en fait, je pense que c'est hyper important de la manière dont on s'adresse à ses élèves. On peut ordonner ou inviter, en fait, déjà, tu vois. Et en fait, c'est rien que ça, je pense que c'est hyper différent comme approche. Donc, du coup, je sais aussi qu'il y a clairement des contre-indications pour certaines personnes qui ont effectivement qui font des crises d'angoisse, par exemple. On ne va pas faire de yoga nidra, de relaxation ou de méditation, parce que ça peut générer de l'anxiété, ça peut générer une crise d'angoisse. Enfin voilà, du coup, ça m'a permis effectivement d'avoir une approche peut-être plus bienveillante aussi par rapport à mes élèves. C'est-à-dire que, en fait, les gens, de toute façon, quand ils viennent vers moi, ils vont pas me dire, ouais, coucou, j'ai une dépression, ou coucou, voilà. Enfin, et c'est un peu normal, hein, c'est pas des choses qu'on a envie de dévoiler ou de dire comme ça. Mais par contre, moi, je vais être beaucoup plus à l'écoute. Et si je vois qu'il y a quelqu'un qui est mal à l'aise avec un exercice, je vais proposer, en fait, enfin, pas forcément en voyant l'élève, mais maintenant, c'est devenu un réflexe. C'est-à-dire que je vais proposer différentes options. Je vais dire, bah voilà, là, vous pouvez garder les yeux ouverts,
vous pouvez garder les yeux fermés. Bon, ça demande aussi un petit peu effectivement, parce que je ne le propose pas systématiquement, mais quand je vois effectivement qu'il y a un élève qui peut être mal à l'aise par rapport à un exercice, je vais donner ces options-là. Et elles permettent aussi, en fait, aux élèves de reprendre le contrôle, en fait, de leur corps, en fait, quelque part, de se dire, bah, en fait, voilà, je peux choisir, ok, j'ai le choix, fermer les yeux ou garder les yeux ouverts. C'est des petites choses, mais en fait, ça peut vraiment faire la différence. Donc, Mais tu sais, je disais dans la vidéo de présentation du programme que je t'ai connue par YouTube quand j'ai commencé le yoga, puis j'ai fait une retraite avec toi et tu faisais ça, justement. Tu proposais à différents moments, vous pouvez ça comme option ou ça comme option. Moi, je trouve que moi, je suis pas très souple, donc parfois, régulièrement, je choisis d'autres options et c'était très aidant pour moi et pourtant, j'ai fait beaucoup de thérapie et pourtant, je suis psy. C'était très aidant pour moi que tu proposes ça. Ça donne une permission, en fait. Et parfois, dans la dépression et dans d'autres pathologies aussi, mais dans la dépression, il va y avoir on s'autorise plus à être vulnérable, à être fragile, alors que c'est normal. Et ça m'a beaucoup inspiré en fait que tu fasses ça parce que je suis maintenant formée à des techniques pour traiter les traumatismes et on a pas mal de visualisations qu'on va créer pour les patients. Et j'ai toujours ça en tête. Et tu m'as inspiré là-dessus. Maintenant, je propose différentes choses. Là, je vous propose de voir ça. Donc, je vais déjà dire, je vous propose. Je ne vais pas dire maintenant, je vous demande de voir ça. Non, c'est, je vous propose de voir ça. Et puis, si ça vient comme ci ou si ça vient comme ça. Et effectivement, je trouve que c'est super de pouvoir. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des formations spécifiques en yoga pour le trauma. Et c'est hyper intéressant de savoir que voilà, on peut traiter voilà, aussi pour des personnes qui n'ont pas toujours envie ou qui ont peur d'aller voir le psy parce que c'est vrai, il faut le dire, on fait peur quelque part parfois, on a une mauvaise image. C'est aussi pour ça que je développe ces réseaux sociaux pour montrer qu'on peut être des gens cool, sympas, et voilà. Mais voilà, que s'il y a des personnes qui préfèrent aussi passer par d'autres approches, de pouvoir se dire, ouais, il y a des gens dans le yoga qui sont formés au trauma et qui peuvent nous accompagner là-dessus. Et ça aide aussi sur la pathologie parce que dans la dépression, certaines dépressions ont pour origine des traumatismes. oui, exactement. Ouais. On en reparlera peut-être, mais du coup, ça me permet de parler du fait que, alors bon, par rapport aux formations, malheureusement, j'ai pas, moi la mienne, je l'ai fait aux États-Unis, donc ça c'est juste pour les gens que ça intéresse, avec le Trauma Center. Bref, je vous mettrai la référence aussi dans la description, mais en France, je connais pas d'équivalent. Enfin, peut-être que ça existe, mais en tout cas, je connais pas d'équivalent. Mais en tout cas, juste pour en revenir à ça, je pense que ce qui est important aussi c'est que je pense quand on vit une dépression, on est aussi vachement déconnecté de ce qui se passe à l'intérieur de soi et ne serait-ce que des sensations physiques en fait. Et en fait, le fait de donner le choix dans les postures, ça invite aussi de manière un peu indirecte à se dire bah en fait, ah tiens, qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, ok, bah en fait là j'ai mal, ok, peut-être que je vais faire autrement. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'interoception en fait, c'est le fait de recréer en fait cette connexion en fait entre le corps et le mental et que ça devienne un peu plus naturel et que effectivement on réapprenne aussi à être bienveillant et doux envers soi aussi. Enfin, moi, c'est un truc qui est hyper important dans mon enseignement. C'est voilà, on utilise des coussins, on met des couvertures, on se chouchoute et tout. Enfin, ça fait aussi partie de ces choses qu'on peut peut-être oublier quand on est en souffrance. Mm. Parce que régulièrement, on va se dire qu'on ne le mérite pas, en fait, ce soin-là. Et il y a vraiment, comme tu disais, ce travail interne à faire alors, avec le corps. Alors, nous, en thérapie, on va travailler avec le corps, mais en questionnant sur qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, j'ai quelques collègues qui ont des approches plus avec des massages, etc. Mais c'est pas si fréquent. Mais par contre, on va aussi travailler sur le côté émotionnel, commencer, et comme tu dis, essayer d'identifier. Déjà, identifier, c'est énorme parce que dans plein de situations, comme tu dis, on est déconnecté, complètement déconnecté. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que je suis en train de penser là? Et des fois, la période d'identification dans le travail, elle est assez longue parce que on n'a jamais appris à se poser cette question. Il y a des gens à qui on n'a jamais demandé de quoi vous avez besoin ou de quoi tu as besoin voilà, en tant qu'enfant, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te fait envie. Et du coup, ils ne se sont jamais posé la question. C'est important d'avoir en tête que si on vous a jamais posé la question, vous ne vous l'êtes jamais posée, il n'y a aucune raison que vous sachiez le faire. Et c'est pas être nul que de ne pas savoir le faire. Si vous ne l'avez pas appris, moi j'aime bien toujours donner cette idée, cette image avec les langues. Si on vous dit, tu n'as jamais appris à parler le polonais, mais vas-y, parle-moi polonais. Ça va vous paraître logique que c'est pas possible. Ouais. C'est exactement la même chose pour identifier ce qui se passe pour nous. Si on l'a jamais appris, on ne peut pas le faire. Et j'adorerais qu'on fasse ça à l'école. Ouais. Mais du coup, ça nous revient aux origines en fait de la dépression, puisque
c'est forcément... est-ce que c'est environnemental? Est-ce que ça peut être juste un problème d'équilibre au niveau du cerveau? Donc, ça peut être physique. Enfin, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui à ce sujet? Alors, il y a eu plusieurs hypothèses physiques qui ont été faites et des recherches qui ont été faites là-dessus, notamment des règlements hormonaux. Donc, il semblerait qu'il y ait certaines dépressions, mais une très faible proportion, qui soient liées à ça. Mais dans ce cas-là, on donne un médicament et puis voilà, mais c'est assez rare, hein. Mais en tout cas, dans les études, on n'a pas trouvé de gène spécifique qui serait responsable de la dépression. En revanche, ce qui semble plausible, et c'est pour ça que l'étude dont je parlais tout à l'heure, vraiment, elle milite pour faire des recherches sur les symptômes et pas sur la dépression en général, c'est qu'il pourrait y avoir des ensembles de gènes qui affectent chacun des symptômes. Donc ça, on pourrait avoir peut-être trouver des choses dans l'avenir à ce sujet. Mais pour l'instant, on n'a pas de choses probantes qui nous disent voilà, il y a un gène qui serait responsable. Il n'y a pas non plus de vraiment de comment dire, c'est pas très probant. Il y a une époque une hypothèse qui a été faite au sujet d'une inflammation d'un certain nombre de choses sur le plan nerveux. On n'a pas trouvé grand chose là-dessus non plus. Donc pour l'instant, sur le plan biologique, on n'a pas grand chose. Par contre, on a quand même beaucoup d'éléments sur le côté de l'histoire. Donc, alors bon, moi, je suis spécialisée en prise en charge du traumatisme, donc évidemment, je vois des gens avec des traumatismes, donc j'ai un biais de recrutement, c'est-à-dire que les personnes qui sont en dépression que je traite, moi, elles ont des traumatismes. Après, il peut y avoir un ensemble d'autres choses qui ne sont pas que traumatiques, mais bon, il y a beaucoup l'environnement qui va jouer, quoi. Donc pour l'instant, voilà, les études telles qu'elles sont faites aujourd'hui, on n'a rien qui va trop dans le sens du biologique, même si on sait qu'il y en a quand même certaines qui pourraient l'être. Mais voilà, on a beaucoup d'histoires en fait de personnes et comme tu disais, là du coup peut-être ça va rejoindre un peu la philosophie du yoga dont tu parlais tout à l'heure. Alors je m'avancerai pas forcément, moi je connais pas assez au niveau des études du pourcentage. Euh, et puis j'ai peut-être moi-même été trop à un moment donné, je me disais un peu le tout psychologique. Et ça m'a empêché justement d'aller proposer à des gens des choses plus corporelles, plus voilà. Mais effectivement, je pense qu'il y a quand même une proportion quand même importante de certaines pathologies qui viennent de l'histoire, et notamment en ce qui me concerne des traumatismes, et souvent des traumatismes dans le lien, dans la relation à l'autre. C'est-à-dire que si on a eu des parents soi-même traumatisés, ils n'avaient pas beaucoup de disponibilité psychologique pour s'occuper d'un enfant. C'est de la faute à personne, même s'ils ont été traumatisés, c'est pas de leur faute, mais du coup, ça a quand même un impact. Ou bien, il peut être arrivé des choses qu'on n'a pas osé dire, et donc personne n'a pu nous aider avec, etc. Et donc, peut-être on fera plus confiance aux autres, peut-être on a l'impression qu'on est seul, et que personne peut nous aider ou des choses comme ça. Et donc, effectivement, ça va nous amener à pas être bien. Mais si on peut modifier ça, alors les choses vont être différentes et les comportements vont bouger, quoi. Ouais. Et par rapport à ça, à l'aspect environnemental, enfin, qui est probablement la cause de beaucoup de dépression, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent aggraver ou engendrer, enfin voilà, est-ce qu'il y a je sais plus comment on appelle ça, hein, tu viens de Des facteurs de risque. des facteurs de risque, voilà. En tout cas, on parlait tout à l'heure des troubles anxieux. L'anxiété est un facteur de risque. En fait, la dépression, c'est aussi ce qu'on appelle un trouble comorbide, c'est-à-dire qu'il peut aussi découler de d'autres pathologies. C'est-à-dire qu'on comprend, je pense, assez facilement que quand on souffre pendant des années pas de crise d'angoisse ou de TOC, enfin, ou tout un tas d'autres problèmes, ça peut nous décourager aussi, quoi. Et peut-être qu'on n'en peut plus, on en a marre. Donc, il y a aussi que l'anxiété chronique, petit à petit, ça peut amener vers quelque chose de j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai plus envie de rien. Voilà. Donc ça c'est un facteur de risque. C'est pour ça que si vous avez vraiment des pathologies, bien sûr, j'aurais tendance à vous dire, n'hésitez pas à consulter un psy, mais si vraiment c'est trop difficile, voilà, il y a le yoga, il y a aussi d'autres personnes qui peuvent vous aider, mais ne restez pas seul, quoi, avec des pathologies, parce qu'après, plus une pathologie dure longtemps, et plus il peut y en avoir d'autres qui vont aller se mettre en plus, quoi. Alors, il peut y avoir certains médicaments parfois qui vont générer un certain nombre de choses, mais là, c'est plus biologique. Et si on repère ça, on enlève le médicament et tout se passe bien. Alors, effectivement, tu disais tout à l'heure l'éclatement social, si on est seul, des personnes qui sont très isolées, au bout d'un certain temps, on n'est quand même pas fait pour être tout seul. On est un animal social et du coup, ça peut être compliqué. Et puis, donc, les maladies hormonales, ça peut jouer, les maladies neurologiques, mais ça, si on traite l'origine, ça va jouer. Et puis, il y avait un truc que j'ai trouvé très intéressant.
quand je disais des choses, voilà, pour pouvoir donner des sources justement dans la barre d'infos, ça parlait d'un déficit de spiritualité. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir échanger là-dessus parce que bah, dans le yoga, la spiritualité, c'est quand même une partie importante. Et c'est vrai que je trouve que bon, dans les générations, en tout cas de mes grands-mères, il y avait la religion, donc la spiritualité, elle était beaucoup tournée vers ça. Et puis après, il y a eu un peu comment dire, on a rejeté un peu ça. Et maintenant, on revient à d'autres types de spiritualité. Et parfois, c'est pas si clair que ça pour moi. Si le yoga, sans la spiritualité, est-ce que c'est du yoga ou est-ce que c'est juste de la gym, par exemple? Et puis, si voilà, l'importance que ça a pour toi aussi dans ta pratique du yoga et tes prises en charge avec j'allais dire tes patients, mais quelque part un peu, si tu es formé au traumatisme, enfin, en tout cas tes élèves, voilà, quelle place ça prend la spiritualité et s'il n'y en a pas trop, est-ce que c'est encore du yoga? Ben écoute, c'est intéressant parce que c'est une question qui revient aussi assez souvent. Et je suis complètement d'accord avec le constat sur lequel, effectivement, on est dans une société où finalement on a l'impression que la seule spiritualité, c'est l'argent, enfin, sans vouloir rentrer trop dans l'aspect politique des choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance aussi par rapport à ça, du manque de Mmh. sens dans le travail, du manque de sens dans ce qu'ils font, dans le fait d'effectivement pas avoir ce que nous on appelle le Ishvara Pranidhana. Tu parles bien. C'est quoi, c'est du sanskrit? Ouais, c'est du sanskrit qui est en fait le principe de. Alors en fait, le yoga n'est pas une religion du tout, c'est une philosophie. Donc ça vient questionner en fait. Pour moi, c'est ça la philosophie, c'est un questionnement en fait. On questionne. C'est aussi une manière de vivre, une manière d'être au monde. Et ce principe d'Ishvara Pranidhana, c'est le fait de penser qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et de voilà et d'être ouais, voilà, de simplement considérer qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et c'est pas forcément, c'est pas défini par le yoga ce qu'il y a de plus grand que nous. Le yoga ne dit pas il y a un dieu et machin ou il y a ceci ou cela. C'est chacune peut mettre ce qu'il veut dans ce qu'il y a de plus grand que nous. Hein. Ça peut être la vie, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être une grande déesse, ça peut être voilà ce qu'on souhaite. Mais du coup, je pense que, ben, pour moi, dans le yoga, il y a cet aspect spirituel, même si, effectivement, je préfère parler de philosophie plutôt que de spiritualité. Mais pour moi, il y a cet élément qui est central dans le yoga. On fait pas, enfin, sinon, effectivement, on fait du stretching, quoi. Alors, et pourtant, il y a le yoga empruntait beaucoup de mouvements au stretching, hein. Mais, mais en fait, on vient placer de la conscience dans ce qu'on fait dans le yoga. On est conscient, on essaie de placer de la conscience dans sa respiration, dans son corps, dans ce qui est en train de se passer. Et du coup, c'est pas du tout la même manière que d'être dans une salle de gym, de faire des trucs et puis bim bam boum. Alors, enfin non, mais j'ai rien contre, j'ai rien contre la gym tonique ou la Zumba, C'est mais pas la même disons, chose. enfin, au contraire, et je pense que c'est super chouette de se dépenser. D'ailleurs, apparemment, enfin, voilà, c'est bon pour la santé, etc., de faire du cardio et tout. Mais le yoga, c'est quand même une autre approche, c'est une autre dimension. Et en fait, on va utiliser le corps, c'est la première porte à mon sens. C'est-à-dire que on est dans ce monde occidental où on est complètement déconnecté en fait de notre corps pour diverses raisons. Et en fait, le yoga, il vient nous reconnecter déjà à notre corps. Et ça, c'est la première étape à mon sens. Et puis ensuite, plus on va avancer sur son chemin avec le yoga et plus on va venir creuser, on va venir apprendre un peu plus à se connaître soi-même. On va avoir en fait, c'est comme si on était un peu plus disponible à soi, en fait. Donc, on vient apprendre un peu, ok, on vient observer ses pensées hein, avec la méditation. On observe quelles sont les pensées. Et bah, parfois, on peut observer que ben, on a tout le temps les mêmes pensées ou qu'on a des pensées très négatives. Et on peut arriver comme ça, petit à petit, à prendre un peu de recul aussi par rapport à ces pensées. Donc, ça, c'est dans un deuxième temps, hein, quand on a une pratique qui devient un peu plus ancrée. Et puis ensuite, on peut, à mon sens, aller encore plus loin vers peut-être l'illumination, parce que c'est le but, un des buts du yoga. Donc, je ne sais pas, ou la libération des souffrances. Mais en tout cas, voilà, c'est la première porte. Et puis ensuite, il y a, voilà, il y a d'autres portes. Et en plus, ce qui est merveilleux avec le yoga, c'est qu'il y a plein de formes de yoga différentes. Donc, en fait, on peut aussi
par exemple, le Kundalini Yoga, c'est un yoga qui est hyper sur l'énergétique du corps, sur les chakras, sur la Kundalini, qui est l'énergie qui serait levée en bas de notre colonne vertébrale, qu'il faudrait faire remonter. Donc, c'est beaucoup plus ésotérique comme approche. Et donc, il y a des gens à qui ça parle beaucoup. Et enfin, voilà, du coup, c'est ça qui est bien aussi avec le yoga, c'est qu'il y a vraiment un éventail très large de pratiques et de manières d'appréhender la pratique en elle-même. Donc, voilà. Et puis, chez les profs, c'est pareil. On va trouver des profs qui vont avoir des fondations très importantes au niveau de la spiritualité, de la philosophie, puis d'autres que ça va moins intéresser. Et voilà, c'est bien aussi. Hein. Voilà, il faut que chacun trouve ce qui lui convient. Donc, euh, donc voilà. Je trouve super intéressant comme tu le décris parce que, en fait, si tu avais remplacé yoga par psychothérapie, on aurait pu dire la même chose parce que en thérapie, il y a aussi plein de manières de traiter tout un tas de pathologies ou de souffrances. Et le tout, c'est que la personne trouve finalement ce qui lui parle. Il y a des gens qui vont, ça leur parle la psychanalyse, d'autres personnes, ça leur parle plus le MDR ou le travail avec plus de visualisation. Moi, je fais de l'analyse transactionnelle qui est basée sur enfin, comment on est en relation avec les autres. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'autres approches et chacun va y trouver ce qui lui parle avec aussi, comme tu dis, le psy qui lui parle, parce que nous aussi, en tant que psy, on est aussi avec notre personnalité, comme vous, en tant que prof de yoga, vous faites du yoga avec votre personnalité. Et du coup, comme on est beaucoup dans toutes ces activités-là, en fait, il y a toujours au moins à un moment donné quelqu'un qui nous parle. Alors, j'aime bien insister, tu me diras peut-être si c'est la même chose dans le yoga, mais moi j'aime bien insister en disant, on ne peut pas convenir à tout le monde. Donc, si vous avez été voir un psy, déjà c'est courageux, mais ne vous arrêtez pas au premier psy si vous ne vous sentez pas à l'aise. Ne restez pas avec quelqu'un avec qui vous ne vous sentez pas bien. On ne se vexe pas, nous, on sait très bien que voilà, on est qui on est, et puis nos pratiques ne parlent pas à tout le monde, et notre personnalité ne parle pas à tout le monde. Mais si vous restez avec quelqu'un euh, qui ne vous convient pas, vous n'allez pas pouvoir dire ce qu'il y a besoin de dire et vous laisser sentir ou même parfois montrer certaines émotions. Donc, c'est vraiment important, ne vous découragez pas. J'ai l'habitude de dire, bon, moi j'avais un trouble anxieux très fort, mais même si c'est votre cas, peut-être, moi j'ai vu 7 psys avant de trouver la psy avec qui j'ai commencé il y a 20 ans. Et voilà, c'est difficile à ce moment-là, c'est pas évident, mais c'est normal. C'est normal, d'autant plus que quand on souffre, on peut pas toujours confiance à tout le monde. Moi, j'étais très difficile, voilà. Et bah, c'est pas grave, c'est normal. Si on commence à s'engager avec un psy ou peut-être un prof de yoga avec qui on n'est pas à l'aise, en fait, le travail va pas se faire. Donc, prenez votre temps aussi pour choisir les personnes. Et si vous aimez pas, vous aimez pas et vous avez le droit et on va pas se vexer, quoi. Enfin, j'imagine que c'est peut-être pareil pour vous en yoga. Ouais, ben, effectivement, je conseille exactement la même chose. Il y a des profs à qui on a des atomes crochus, d'autres qui ne nous parlent pas, puis faut pas inciter. Après, je pense que c'est peut-être un peu plus facile dans un cours de yoga où on est une vingtaine de Mm. parvenir que quand on voit un psy, parce que enfin, moi, je sais que quand je suis allée voir des psys qui me convenaient pas, c'était jamais évident pour moi de dire que bah, c'était pas la bonne personne et bon, j'ai eu des expériences parfois un peu compliquées. Ouais, malheureusement, ça arrive. Je voulais pas me laisser partir. Donc, Ouais, alors ça, c'est un peu dommage. Quelque part, alors, je le dis comme ça peut rassurer les gens à qui c'est arrivé. Euh, en tout cas, on n'est pas tous comme ça. En tout cas, moi, je l'ai vécu aussi, qu'on ne voulait pas me laisser partir. Ce qui fait que du coup, après, je partais sans prévenir. Je disais oui, oui, je prenais rendez-vous, puis je revenais jamais. Voilà, bon, c'est dommage. Du coup, je pose la question, moi. Et souvent, je dis aux gens à la fin de la première séance, laissez-vous le temps de réfléchir, vous me rappelez si vous le sentez et vous me rappelez pas si vous ne voulez pas. Puis il y a des gens qui osent dire, écoutez, non, ça me convient pas. Il y a des gens qui disent, oui, je suis sûre, je me suis sentie bien. Puis des gens qui disent, ouais, je vais rentrer chez moi, je vais voir dans 2, 3 jours ce que ça me fait. Et puis parfois, ils rappellent pas, des fois, ils rappellent. Donc voilà, c'est pas du tout. On sait pas mieux. En tant que psy, on ne sait pas mieux que vous. Nous, on a des connaissances théoriques. Le patient, il a la connaissance de son corps. C'est-à-dire que c'est une co-construction. Je dis souvent aux patients, je suis Sherlock Holmes avec ma compétence technique, mais Sherlock Holmes, son docteur Watson, il fait rien. C'est-à-dire que moi, si j'ai pas le retour de la théorie ou de ce que j'amène, etc., comme exercice, de comment la personne se sent, je peux toujours tracer ma route, mais si ça parle pas à la personne, ça va pas. Donc, petit à petit, on construit ensemble. Il s'est passé ça m'a parlé. Ok, on continue par là. Ah, puis là, ça m'a pas parlé. Ok, on tourne et on cherche ensemble. Et vraiment, sentez-vous libre de dire à votre psy ou peut-être à votre prof de yoga aussi, ça m'a pas convenu, ça c'est pas bon pour moi, et de vous faire confiance par rapport à ça parce que le ressenti, il n'y a que vous qui l'avez, et c'est ça qui est vrai, c'est ce que vous sentez. Et nous, on n'a pas à vous dire
Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, si c'est là, c'est là. Ouais, bah oui. Mais c'est le problème de la culpabilité, en fait, qui est quelque chose qui est assez. Enfin, je pense qu'il nous habite tous à des échelles plus ou moins Mm. grandes, mais j'ai l'impression que dans la dépression, c'est aussi quelque chose qui est très présent, en fait, ce sentiment de Oui. culpabilité. Ça peut être Mm. hyper écrasant, en fait. Et souvent, il passe de la culpabilité à la honte. C'est-à-dire que la culpabilité, comme toutes les émotions, elle nous est utile. Il y a un bouquin que j'adore là-dessus qui est de Antonio, pas si, Antonio Damasio, qui s'appelle L'ordre étrange des choses. Bon, il est un peu technique, si vous n'avez pas peur d'être fatigué, vous pouvez y aller. Mais si on peut lire quelques phrases de temps en temps, en fait, il rappelle combien nos émotions, elles se sont installées dans notre système nerveux parce qu'elles nous permettaient de mieux survivre, en fait. Donc, elles sont toutes intéressantes. Le problème, c'est quand elles s'installent de manière chronique et que en fait après la culpabilité qui est normalement j'ai fait quelque chose que je trouve pas super, bon bah voilà, on peut réparer, on peut s'excuser, on peut avoir en tête que la prochaine fois on ne le fera plus et c'est censé s'éteindre. Mais parfois après on va relier ça à du coup je suis une mauvaise personne. Et là on est plutôt dans la dévalorisation, on n'a plus d'estime de soi, on attaque l'estime de soi et ça c'est plutôt de l'ordre de la honte. Donc souvent malheureusement on relie les deux. Et c'est aussi un travail parfois de différencier et de ne pas se tromper, de ne pas travailler la culpabilité, alors peut-être en fait on est dans la honte en train de se dire je suis nulle parce que, je sais pas, n'importe quoi, j'ai été un peu agressive avec quelqu'un, je suis nulle, ben non, non, on a le droit, ça arrive, et puis même quand on est psy et spécialiste de la question, bah, ça arrive des fois, Mm. je guette. Ouais, non, mais après, c'est tout un chemin, hein, parce que, enfin, moi-même, j'ai vécu différents épisodes dépressifs, donc c'est aussi pour ça que ce sujet m'intéresse beaucoup. Et en fait, je me rends compte que ben, la culpabilité, c'est quelque chose qui a fait beaucoup partie de ma vie, ou la honte, en fait. Du coup, c'est vrai que je pense que Mm. j'ai toujours su faire la différence entre les deux. Et ceci dit, bah, le yoga m'a beaucoup aidé par rapport à ça. C'est un long chemin, mais je vois à quel point le yoga, ça m'aide, en fait, à être plus douce avec moi-même, quoi. Parce que j'étais dans des trucs très durs, tu sais, à des périodes de ma vie où j'étais en mode, ouais, alors il faut que je fasse 1 heure et demie de yoga, machin, et puis si je fais pas ça, machin, si je, tu sais. Et du coup, j'arrivais pas, en fait, tu vois, parce que c'était trop, je me mettais des limites qui étaient trop élevées. Et du coup, je disais, ah ouais, non, en fait, je suis trop nulle, ça va pas, machin. Et en fait, petit à petit, là, ça va faire 15 ans que je fais du yoga. Et maintenant, je commence à me dire, ouais, mais en fait, c'est OK, tu vois, tu fais pas ta méditation du matin, mais c'est pas grave, en fait, tu la feras demain. Demain, il y a un jour nouveau, etc. Et plus je suis dans cette douceur avec moi-même, et au final, plus je pratique le yoga, plus je pratique la méditation, parce qu'en fait, je suis beaucoup moins en mode à me mettre la pression, quoi. Donc, Mm. je trouve ça marrant. Enfin, si ça peut éventuellement aider les gens, Mm. ben, peut-être que, voilà, au bout d'un moment, avec, en tout cas, d'essayer de cultiver cette douceur, quoi, cette bienveillance envers soi-même et de se dire c'est OK, quoi. Ouais, parfois, comme on est humain, on fait des conneries, voilà, on dit parfois des bêtises et puis voilà, on peut ensuite s'excuser. Mais bon, c'est un long chemin, hein, parce que. Oui, ah oui, oui, c'est un sacré chemin. C'est sûr, puis on est dans une société qui est pas trop, qui favorise plutôt la culpabilité aussi, donc c'est Ouais. pas évident. J'aime bien dire aux patients, toujours dans cette idée de Sherlock Holmes et Dr Watson, c'est une enquête. Votre fonctionnement est une enquête, et plutôt que de se taper dessus en disant voilà, par exemple, j'ai pas fait ma méditation, ou bah voilà, moi en tant que spécialiste de la communication et de la relation, quand je parle pas terrible à mon conjoint, par exemple, plutôt que de dire ah je suis nulle, du coup, voilà, moi je suis spécialiste, je suis même pas capable, d'en tirer une information, de se dire est-ce que si c'était un indice dans mon enquête, ok, je l'ai fait maintenant, qu'est-ce qui m'a déclenché, comment ça s'est manifesté exactement, quelle émotion, et d'avoir plutôt cette attitude de curiosité, comme si c'était voilà un indice dans notre enquête à résoudre, euh, pour être, bah, comme tu dis, plus dans la douceur envers soi-même, plutôt que d'activer les parties, nos petites voix méchantes là qui viennent des nuls, parce que voilà, ça entretient en fait le système. Mm. Et si on peut commencer à dire, ok, je suis une enquête à résoudre, comment je fonctionne, etc. Ouais, ok. Oui, là j'ai mal parlé, ou là j'ai pas fait ma méditation. Qu'est-ce que ça dit de moi? Et puis, ce que ça va dire, en plus, n'est pas forcément grave. Peut-être ça va dire je suis fatiguée. Peut-être ça va dire aujourd'hui c'est pas de ça dont j'ai besoin. Peut-être ça va dire bah j'ai pas osé dire à mon conjoint qu'en fait j'avais besoin d'attention aujourd'hui parce que voilà, oui, je suis fatiguée. Enfin, c'est pas forcément un truc du genre oui, c'est parce que aujourd'hui je sais pas, j'ai pas mis en place suffisamment. Non, c'est juste peut-être mon besoin aujourd'hui. Voilà, mon conjoint est venu me parler alors que j'étais dans un truc et j'en sais rien. Juste se poser la question,
comme on le ferait peut-être même parfois avec quelqu'un d'autre, quoi. On est parfois plus sévère avec soi-même Ouais. qu'avec les autres. Mais du coup, dans ce cadre-là, moi, je trouve que la CNV, la communication non violente, c'est hyper utile parce que ça permet vraiment d'aller, bah, comme tu dis, faire cette petite enquête à l'intérieur de soi. En fait, on se dit, ah ok, mais en fait, par rapport à cette situation ou par rapport à ce qu'on m'a dit, etc., bah, quelle est mon émotion, quel est mon besoin et comment ensuite je vais pouvoir l'exprimer. Et je trouve ça hyper utile. En tout cas, je ne sais pas si les gens sont familiers avec ce. Enfin, si, je pense que c'est de plus en plus connu, la CNV. Je ne sais pas si toi, Mm. tu pratiques un peu ou tu connais un peu. Ou... Oui, oui, en fait, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo YouTube pour expliquer que pour moi, en fait, c'est une thérapie. Parce que chaque étape de la communication non violente est difficile. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut décrire les faits. Alors pour moi, ça, c'est le plus dur, hein, parce qu'on a tellement l'habitude de juger les faits qu'en fait, la première étape de juste les décrire, en fait, c'est déjà enlever son propre jugement. Donc c'est tout un boulot. Ça peut prendre beaucoup de temps. Ensuite, il faut décrire ce que ça nous fait émotionnellement. Ça veut dire qu'il faut être capable d'identifier son émotion. Et comme on le disait tout à l'heure, si on n'a pas appris, on ne sait pas. J'ai beaucoup de patients, moi, pendant longtemps, leurs émotions, ils me décrivent où c'est dans leur corps parce que ils n'ont pas appris à trouver le bon mot et donc on apprend petit à petit. Donc ça aussi, c'est déjà tout un travail. Ensuite, communiquer son besoin, alors là, on est vraiment dans une partie complètement difficile parce que on n'a pas vraiment appris ça, hein. Même déjà, si on connaît nos émotions, il faut se rappeler que connaître nos émotions, c'est pas juste pour philosopher dessus ou en faire des tas de théories, c'est parce qu'une émotion, là, c'est toujours Damasio qui dit ça, une émotion, elle nous parle de quelque chose dont on a besoin. Donc faire le lien entre les deux, et puis après faire une demande, c'est pareil, c'est travailler sur oser demander, oser montrer tu parlais de désir tout à l'heure, oser montrer mon désir, j'aimerais que tu fasses ça pour moi, ou j'aimerais. Donc pour moi, c'est vraiment une thérapie. C'est très difficile, contrairement à ce qu'on croit. Parce qu'en plus, au début, quand on apprend la CNV, on a l'air ridicule, on a l'air d'être comme un robot, là. Et ça peut être très agaçant pour l'autre en face. Je Mais note que. c'est ça. Mais je pense que ça vaut le coup, même si après, avec le temps, on va plus faire exactement les 4 étapes. Mais en tout cas, d'avoir exploré chacune des étapes pour pouvoir éventuellement communiquer comme ça, en fait, c'est très thérapeutique. Et moi, je trouve que cette approche, contrairement à ce qui est parfois dit, n'est pas du tout simpliste. C'est extrêmement complexe. Non, j'en sais quelque chose puisque je suis moi-même les formations, etc. Et, mais du coup, enfin oui, moi c'est un truc, enfin je trouve ça génial. La CNV, pour moi, c'est le yoga de la parole. Enfin, je trouve qu'en fait, tu as Ah vraiment oui, ah, j'aime bien, ouais, comme tu de dis. conscience, tu vois, de OK, qu'est-ce qui se passe, machin, et puis d'essayer de, bah, du coup, d'être aussi dans la bienveillance envers soi, envers l'autre. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment, enfin, moi, je trouve ça incroyable. Mais du coup, par rapport à ça, c'est vrai que bah, c'est génial. Moi, la difficulté que je rencontre avec la CNV, c'est que bah, il y a peu de monde en fait qui la pratique. Donc, c'est vrai qu'on se sent parfois un peu seul, même si donc, voilà, il faut être soi-même, faire l'effort entre guillemets, tu vois. Et parfois, bah, par rapport aux gens qui vivent des épisodes dépressifs, ça peut être aussi très difficile par rapport à l'entourage si les gens sont pas à l'écoute, s'il n'y a pas cette possibilité d'échange, etc. Si soi-même on a du mal à exprimer ses besoins, etc. Tout le monde ne fait pas de CNV du coup. Et qu'est-ce que toi, tu aurais peut-être comme conseil ou quoi pour l'entourage aussi des gens qui vivent une dépression? Alors, comme dans toutes les maladies mentales, ce qui est vraiment important, c'est de croire ce que l'autre vous dit. C'est-à-dire que souvent, comme les gens soit sont démunis, se sentent impuissants, et l'impuissance, hein, c'est vraiment un sentiment très très difficile. On a un cerveau qui est un outil de résolution de problèmes. Alors l'impuissance, elle ne peut plus résoudre son problème. Il ne sait pas comment faire face à quelqu'un qui va pas bien, qui en plus va pas bien parfois pendant longtemps, parce que une dépression, ça se guérit pas juste parce qu'on est dit bah alors bouge, bah alors non, ça marche pas comme ça. Donc vraiment de pas dire des choses comme ça et de croire. Ça résonne, ça résonne chez toi aussi? Non. Attends, bon, je réessaye. Donc vraiment de pas dire, voilà: «Bouge-toi, oui, mais tu me l'as déjà dit hier, oui, mais avec toi, c'est toujours comme ça, il faut passer par l'action». L'action, c'est pas ça qui résout la dépression. En général, en tout cas dans les approches avec lesquelles je travaille, on est plutôt à se dire: «On va pas travailler sur l'action». L'action, ça va être le symptôme qu'en fait on a résolu le problème. Si la personne peut se remettre en action, probablement elle est déjà en train de sortir de l'état dépressif. Donc c'est pour ça que vraiment de croire ce que dit l'autre. Et puis il y a pas forcément grand chose à faire. Déjà d'être là, de montrer qu'on s'enfuit pas.
c'est déjà pas facile, hein, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, vous l'avez vécu et c'est pas facile de rester à côté de quelqu'un qui va pas bien, qui ressasse tout un tas de choses. Mais dites-vous que se sentir accepté avec son état, c'est déjà énorme, énorme. Pouvoir dire, «Je suis pas qu'un boulet, parce que je suis pas bien, je suis pas, une mauvaise personne», on m'aime quand même, même si je vais pas bien, c'est déjà extrêmement aidant. Et après, si les personnes ne sont pas accompagnées, vraiment, je vous invite à leur transmettre petit à petit, toujours pareil, sans attendre que ça se fasse comme ça, vous l'avez dit une fois et la personne l'a entendu, mais répéter gentiment, avec bienveillance. Je pense qu'il y a besoin d'un professionnel. Donc en thérapie, en yoga ou dans notre approche, mais en tout cas, d'être avec quelqu'un qui est formé à la prise en charge des pathologies, parce que pour l'entourage, ils peuvent être là. Vraiment, si il y a des gens dans votre entourage qui souffrent de dépression, je vous invite vraiment à être présent autant que vous pouvez, mais à un moment donné, vous n'êtes pas professionnel et c'est pas. En plus, on est proche. C'est-à-dire que moi, j'ai beau être psy, si c'est ma famille, les gens de ma famille qui sont en dépression, je ne vais pas être adaptée parce que voir les gens qu'on aime souffrir, c'est tellement difficile que, en fait, même moi, même si c'est mon métier, en fait, je vais vouloir aller trop vite. Or, ce sont des problématiques qui prennent du temps. Quand c'est un patient, il vient 1 heure, après il s'en va, il revient la semaine prochaine. Entre-temps, moi, je peux respirer. Si c'est mon conjoint ou des gens autour de moi, en fait, je le vois tout le temps. C'est insupportable pour moi de le voir dans cet état. Et donc, je vais vouloir l'abreuver de trucs et je laisse pas le processus psychologique se faire et je vais trop vite. Et là, donc vraiment, d'être présent, ne pas en faire trop, et puis petit à petit, amener la personne à se faire accompagner par quelqu'un qui est professionnel. Alors attends, il y a des soucis avec le micro là. Ah mince. Il y a un cric. Hein. Là, je l'entends plus, mais tout à l'heure, moi, par contre, je l'entendais en double. Bon, on va voir ce qui est récupérable. Mais ouais, non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à l'entourage, parce que c'est pas facile en fait d'accompagner quelqu'un qui vit ça. Et enfin, je trouve ça très juste. Et du coup, ouais, là, on en revient toujours à ben, si ça va pas, si vous êtes en souffrance, le mieux c'est d'appeler un ou une psychothérapeute. Il y a aussi peut-être des groupes de parole. Enfin, je sais pas, moi, je sais que je participe à différents groupes de parole, que ce soit en CNV ou sur d'autres sujets, et je trouve que c'est hyper enrichissant, ça fait beaucoup de bien. C'est des espaces bienveillants, on peut échanger. Donc, il y a aussi, je pense, cette possibilité peut-être pour la dépression, je sais pas, mais. Alors en thérapie, nous, on propose, parfois des thérapies de groupe. Alors c'est pas ça dépend des approches. Je crois qu'en thérapie cognitivo-comportementale, quand ils font des groupes, c'est des groupes avec un thème. Donc par exemple, vous pouvez retrouver que des personnes qui souffrent de dépression. En analyse transactionnelle, par exemple, nous, nos groupes de thérapie, on fait exprès, en fait, on estime que c'est aussi potentiellement intéressant pour les gens qui souffrent d'une pathologie, d'être avec des gens qui souffrent d'autres choses. Ça permet aussi de se réouvrir à l'autre parce que quand on souffre de dépression, comme dans beaucoup de situations, hein, le cerveau, il veut juste survivre, donc on devient un petit peu auto-centré par la force des choses et ça permet aussi de réouvrir à d'autres choses. Ah oui, il y a d'autres fonctionnements, il y a d'autres manifestations et on se réouvre à la variété et ça aide aussi à sortir un peu de l'isolement dans lequel on peut se trouver. Donc après, voilà, à chacun de trouver à nouveau le truc qui lui parle, le type de groupe qui lui parle, mais la thérapie de groupe, elle peut être très, très aidante aussi dans ces situations. Ouais, donc comme quoi il y a vraiment un éventail de choses qu'on peut faire en fait. Il n'y a pas forcément une seule approche. On peut en faire plusieurs en plus Mmh. en même temps. On peut voilà prendre un cours de yoga. Ça peut être. Enfin voilà, moi je trouve ça génial en fait de se dire qu'il y a Mmh. vraiment plein de choses. Même si je sais que c'est super dur de prendre son téléphone et d'appeler un ou une psy ou d'aller dans un cours de yoga. Enfin, quand on est Bien comme sûr. ça, quand on est en souffrance, c'est super dur, quoi. Donc, je sais pas si tu as un Bah, c'est petit pour ça que conseil peut-être par pardon? rapport à ça. Je sais pas si tu as un petit conseil par rapport à ça, parce que. Bah, c'est là que je pense que le rôle de l'entourage est primordial parce qu'effectivement, dans la dépression, on va s'isoler, de plus en plus et tout seul, en fait, on est en train de s'enfermer vers quelque chose d'un peu mortifère. Donc là, le rôle de l'entourage, de proposer un certain nombre de choses et vraiment, s'il vous plaît, soyez patient, en fait, parce que, quand on souffre pas de dépression ou d'autres pathologies, c'est vrai qu'on voudrait que, on ait dit une chose et la personne l'ait entendue. Mais je peux vous dire qu'en tant que psy, il y a des choses que je répète encore et encore, puis un jour le patient il arrive et dit: «Ah Catherine, j'ai découvert un truc» et puis: «Ah il faut que je fasse ça ou alors c'est en fait je pensais comme ça et dans ma tête je suis là: «Sérieux?» Je le dis en rigolant bien sûr, je me moque pas mais
C'est pour dire que c'est normal, ça prend du temps et moi c'est pareil, hein, mes psys ils m'ont répété, par exemple la question de la respiration. Mais moi, si vous saviez combien de temps on m'a répété qu'il fallait respirer quand j'étais en train de faire une crise d'angoisse, si j'ai pas mis 1 an pour me dire: «Ah oui tiens en fait, il faudrait peut-être que j'essaie de respirer». Puis un jour pareil, j'arrive chez ma psy, elle me dit: «Oh, écoute Françoise, j'ai découvert un truc, quand je fais ma crise d'angoisse, il faut que je me mette à respirer». Bon, donc non, je donne ces petites anecdotes juste pour dire que voilà, pour l'entourage, c'est important d'être patient. Pour quelqu'un qui souffre, d'un problème psychologique ou psychiatrique, voilà, les connexions, la plasticité cérébrale est lente et c'est normal. Et donc il faut du temps et d'être, voilà, comment dire? Patient ou patiente, pouvoir dire: «Voilà, ce serait bien que tu ailles voir un professionnel, que tu ailles, commencer, telle activité, que tu fasses ceci, cela», puis de le dire encore et encore, avec bienveillance, avec douceur, heu et que petit à petit, bah, ça on pourrait dire ça infuse quoi, quelque part, la personne finisse par le faire et en plus, ce que je trouve super avec ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire nous, tu as dit avec le yoga, on travaille finalement la psychologie en passant par le corps et finalement en psychothérapie, on fait le contraire. On va travailler en passant par, alors pas je dirais pas que l'esprit, ben la pensée, mais aussi beaucoup les émotions et nous, de plus en plus, on vient vers le corps, mais il y a quand même beaucoup de psychothérapie, de méthodes de psychothérapie qui sont très cognitives, c'est-à-dire analytiques, quoi. Et donc je trouve que c'est hyper, complémentaire finalement de se dire, parce qu'on sait en fait, il y a des études pour le coup qui disent que, l'anxiété et le cortisol et l'adrénaline que ça nous génère, sur le long terme, ça abîme, le corps. Ça abîme les os, ça abîme le cartilage, ça abîme nos organes et on sait aussi que, les sensations du corps, bah, ça on pourrait enfin si je dis entre guillemets «ça rend fou» quoi. Enfin, si vous avez souffert de douleurs, enfin, vous savez, voilà et donc ça agit aussi du coup sur notre humeur. Donc on sait qu'il y a des liens très étroits, entre les 2. Ouais, ouais. Puis j'ai un peu la sensation aussi que quand on arrive un petit peu à se remettre en mouvement physiquement, même si c'est pas grand-chose, même si c'est juste des petits étirements comme ça, ben, que ça déclenche un peu quelque chose aussi en soi, quand on se dit: «Ah OK, bon», Mmh. enfin, on peut aussi en retirer une certaine satisfaction et cetera et que moi, c'est vraiment les tout petits pas qu'on peut faire en se disant: «Bah OK», enfin, dans le programme, je propose comme ça une séance de yoga à faire, au lit ou dans son canapé. C'est vraiment super, doux, super, voilà, juste de venir, dire bonjour un peu au corps. Je me dis, ben voilà, qu'en faisant juste ces petits pas, ben voilà, et puis un pied devant l'autre, et puis peut-être qu'après, le prochain pas, ça va être de prendre son téléphone, Mmh. d'appeler un Mmh. thérapeute. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux me dire nous dire si, toi, il y a qu'est-ce qui fait que les gens commencent le yoga? Est-ce que c'est, voilà, parce qu'il y a une souffrance ou parfois ça peut être aussi parce qu'ils arrivent à la spiritualité ou à quelque chose, ils veulent faire du mouvement justement, se mettre en mouvement doucement? Est-ce qu'ils te disent pourquoi ils viennent? Qu'est-ce qui fait que les gens commencent le yoga? Ben, en fait, c'est une question qui est intéressante aussi parce que je me rappellerai toujours que pendant ma formation initiale de prof de yoga, j'avais une de mes amies, on faisait des petites présentations. Voilà, il fallait qu'on prépare un mini cours, etc. Et puis elle était venue, elle avait fait sa présentation et puis elle disait, elle avait dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Elle a dit, je pense qu'on vient tous au yoga parce qu'on a une souffrance, soit physique, soit mentale. Et je Mmh. pense qu'elle a assez raison. Je pense qu'en fait, Mmh. on ne vient pas. Oui. Alors, j'imagine qu'il y a aussi des gens qui viennent au yoga, voilà, tout simplement parce qu'ils ont vu de la lumière et que ça leur a plu. Je pense que ça arrive, mais je pense que dans la grande majorité des cas, on vient au yoga parce que bah, on souffre, en fait, et on se dit, bah tiens, il y a un truc. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça a commencé comme ça. J'ai commencé le yoga, j'allais vraiment pas bien du tout dans ma vie, et je savais que c'était quelque chose qui existait, qui était là et qui peut-être pourrait m'aider. Et effectivement, j'ai fait mes premiers cours de yoga et j'étais sur un nuage. C'est la première fois que j'avais cette sensation physique dans mon corps, d'être aussi bien, d'être une espèce de coton, de nuage dans mon corps. Mmh. Et ça, bah voilà, ce cours de yoga, finalement, il a changé ma vie. Mais oui, je pense qu'on vient tous au yoga pour ça et que le yoga est un très bel outil vraiment d'exploration de son corps, de soi et puis ouais, pour cultiver la bienveillance. Et donc, quelle que soit la souffrance qu'on vit, que ce soit une souffrance psychique ou physique aussi, hein, parce que ben, si on a un prof qui est un peu qualifié, parce que ça demande quand même un peu des compétences hein, pour quel que soit, enfin voilà, si c'est des pathologies graves, que ce soit physique ou mentale, c'est Mmh. vrai que bon, il faut quand même pas non plus faire n'importe quoi. Mais bien sûr que le yoga, à mon sens, a plein de vertus et Mmh. voilà, on finit par réhabiter sa maison, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça
ce que le yoga m'a apporté, la plus belle chose qu'il m'a apporté, quoi. Donc, c'est très beau, comme tu le dis, de réhabiter sa maison. ouais. Bon, bah, du coup, on va peut-être terminer là pour cette partie du programme. Oui. Du coup, on se retrouve. Alors, j'ai les dates sous les yeux. On se retrouvera Vendredi. Alors, il y a tout le programme qui va se dérouler. Je ne vais pas vous redire toutes les dates. Vous les retrouvez dans la vidéo d'introduction. Mais on se retrouve pour un live ouvert le mercredi 15 décembre à 19h15. Voilà, donc si vous avez encore des questions, que ce soit sur le sujet de la dépression ou sur la psychologie ou sur le yoga, on sera ravis d'y répondre lors de ce live mercredi 15. Voilà. Ben, merci à toi, Ariane, pour cet échange que je trouvais hyper intéressant. Du coup, j'ai encore plein de choses que j'ai envie de discuter avec toi. Ouais, Et c'est puis vrai qu'on merci, va passer des heures là. et puis merci à vous d'avoir été là. Et puis, ben, on reste disponible voilà, pendant la suite du programme pour échanger avec vous. Ouais, ben, merci Catherine de tout cœur. C'était vraiment chouette d'échanger avec toi et je suis ravie de collaborer sur ce programme. Donc, merci.